Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alira, l'école blockchain, où nous allons parler du consensus layer et de la mise à jour d'Ethereum. Depuis le lancement d'Ethereum, son équipe de développement cravache pour réaliser la transition du Proof of Work vers le Proof of Stake, qui est l'un des événements les plus attendus de l'histoire des blockchains. Le 24 janvier 2022, l'équipe de développement d'Ethereum a annoncé la fin de l'usage de la terminologie Ethereum 2.0. Alors, rassurez-vous tout de suite, la transition du réseau Ethereum progresse toujours, elle progresse même plutôt très bien, et la roadmap n'a pas changé. Il s'agit juste de l'appellation Ethereum 2.0 qui a été abandonnée pour apporter plus de clarté sur la transition du réseau. À la place, les développeurs proposent les appellations suivantes. La partie Proof of Work s'appelle maintenant la couche d'exécution. La partie Proof of Stake, preuve d'enjeu, s'appelle maintenant la couche de consensus layer. Les deux parties finissent par fusionner pour ne faire plus qu'un seul réseau, Ethereum. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les implications de cette transition pour Ethereum et nous allons faire un point sur cette grande mise à jour qui a lieu et qui va bouleverser l'une des blockchains les plus importantes de l'écosystème. Une grande partie de la communauté reproche régulièrement à Ethereum de reporter sans cesse la transition de son réseau. Certains pensent que cette dernière ne sera jamais opérationnelle. Pourtant, lorsqu'on regarde le développement de plus près, on s'aperçoit qu'on est plus proche du moment critique que ne le suggèrent tous les mèmes qu'on va trouver sur Internet. Cette transition peut même avoir un impact considérable dans l'univers crypto et blockchain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un point sur l'état actuel de cette transition et sur les potentielles conséquences sur l'univers crypto et blockchain en général. Mais avant de faire cet état des lieux, il est nécessaire d'expliquer les changements techniques qui sont en jeu. En quoi consiste la transition d'Ethereum? Pour résumer aussi simplement que possible, les développeurs d'Ethereum ont deux objectifs. Modifier le modèle de consensus du réseau Ethereum pour le faire passer en Proof of Work, preuve de travail, à une preuve d'enjeu, Proof of Stake. Utiliser le sharding pour améliorer la scalabilité du réseau, c'est le deuxième objectif. Dans la preuve de travail, les nœuds du réseau, on les appelle des mineurs et ils doivent fournir de la puissance de calcul pour sécuriser la blockchain et espérer être rémunérés en cryptoactifs. Dans le cas d'Ethereum, ces mineurs utilisent de la puissance de calcul de cartes graphiques. Dans le Proof of Stake, la preuve d'enjeu, les nœuds du réseau, cette fois-ci, on les appelle des validateurs et ils doivent prouver la possession d'une certaine quantité de crypto-monnaies, leur enjeu donc, pour prétendre valider des blocs supplémentaires dans la chaîne et toucher leur récompense. À la place des cartes graphiques pour sécuriser le réseau, on peut utiliser soit un ordinateur classique avec une configuration adéquate, soit louer un serveur privé dans un data center. Le sharding consiste à partitionner un ensemble de données en parties plus petites pour les rendre moins lourdes et plus faciles à utiliser. Il s'agit d'un concept courant en informatique pour le stockage de données, particulièrement utilisé par les géants du web comme Amazon. Étant donné que la blockchain est une grande base de données, le cas d'utilisation est tout trouvé. Dans le cas d'une blockchain, cela équivaut à la fragmenter en plusieurs blockchains qui synchronisent leurs transactions. Cela peut aider à réduire la latence ou la lenteur d'un réseau et réduire les prérequis matériels nécessaires pour avoir un nœud complet. Pour Ethereum, les équipes de développement ont l'intention de répartir leur réseau sur 64 shards, ce qui ferait 64 sous-réseaux qui fonctionnent en parallèle. Ethereum est le réseau qui héberge le plus d'adresses différentes, le plus de smart contracts et le plus d'applications décentralisées. Par conséquent, la transition ne peut pas se faire du jour au lendemain et il est nécessaire de segmenter celle-ci par étapes. La roadmap d'Ethereum comprend 3 étapes dont on va faire le récapitulatif. La première, c'est le lancement de la Beacon Chain. La phase 0 a été lancée en décembre 2020 et il s'agit du lancement donc de cette Beacon Chain, qui va être la colonne vertébrale du réseau en Proof of Stake. En pratique, ces objectifs sont surtout d'assurer le consensus et la synchronisation des shards qui constituent la blockchain. La Beacon Chain ne permet pas de transférer de la valeur ou d'exécuter des smart contracts. On pourrait comparer le fonctionnement de cette Beacon Chain à une relay chain chez Polkadot, pour faire une analogie. Deuxième étape, the merge. À l'heure où est postée cette vidéo, nous nous trouvons actuellement au cours de cette étape. The Merge constitue l'étape où la machine virtuelle d'Ethereum fusionne avec la Beacon Chain pour devenir compatible avec le Proof of Stake. C'est à ce moment que les validateurs de la Beacon Chain seront chargés de créer des nouveaux blocs sur le réseau.
Cette phase était supposée se dérouler plus tard, selon la roadmap originelle, mais les équipes de développement ont priorisé la fusion de l'EVM avec le Proof of Stake. Actuellement, cette phase est prévue pour une implémentation entre mai et juin 2022, même si cette date est sujette à modification. Une fois que The Merge sera effectué, la dernière étape consistera à introduire les shards, c'est-à-dire les réseaux qui seront synchronisés par la Beacon Chain. Ce sera l'ajout de ces shards qui permettra au réseau Ethereum d'assurer sa scalabilité. Les shards seront progressivement intégrés à la Beacon Chain jusqu'à ce qu'il y en ait 64. Cette phase est initialement prévue pour 2022, mais cette date peut changer en fonction de la progression de l'étape The Merge. Il y a encore pas mal d'incertitudes sur ce point. Une fois les 64 shards intégrés, la transition sera complètement opérationnelle. Alors, quelles sont les promesses de ce Proof of Stake ? La principale promesse, et que toute la communauté crypto attend, c'est une augmentation significative du nombre de transactions par seconde. À l'heure actuelle, le réseau permet d'assurer environ 15 transactions par seconde, ce qui est extrêmement faible par rapport à la demande en général. Par conséquent, les frais de transaction du réseau sont excessivement élevés. Pour donner un ordre d'idée, la moindre transaction nécessite un minimum d'une dizaine de dollars et exécuter un smart contract peut nécessiter plusieurs dizaines de dollars, voire jusqu'à une centaine de dollars ou plus. La seule solution pour diminuer ces frais consiste à augmenter le nombre de transactions par minute ou par seconde que le réseau peut prendre en charge. Avec un passage en preuve d'enjeu et le sharding, Ethereum promet une capacité transactionnelle démultipliée. Selon leur site de présentation, les performances pourraient atteindre jusqu'à 100 000 transactions par seconde en théorie. Selon Sandeep Nailwal, le cofondateur et COO de Polygon, qui est un agrégateur de Layer 2 qui est conçu pour scaler Ethereum, on pourrait fournir plutôt autour de 3200 transactions par seconde, ce qui serait déjà très bien. Malgré cette dernière vision un peu plus pessimiste, cela reste 200 fois supérieur à la capacité actuelle. Donc ça promet des transactions qui seront exécutées beaucoup plus vite et des frais considérablement réduits. La seconde promesse de la transition d'Ethereum réside dans un impact positif pour l'environnement. Une fois cette mise à jour effectuée, le réseau serait donc d'une part beaucoup moins vorace en énergie électrique. D'autre part, il n'aurait plus besoin de sécuriser le réseau en exécutant et en exploitant des cartes graphiques comme il le fait aujourd'hui, qui sont en général inutilisables après le minage et qui dans les faits sont assez peu recyclées. Des économies importantes de matériel pourraient donc être réalisées. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant et où en sommes-nous dans cette mise à jour ? Le 4 août 2021 a eu lieu le lancement de la mise à jour pour London, qui comportait entre autres l'EIP 1559, qui est une proposition de refonte générale du système de frais du réseau. Ce nouveau système propose notamment 3 nouvelles valeurs à l'utilisateur. La première, c'est le base fee, ou le frais de base, qui servira à payer le traitement de n'importe quelle transaction et dont le coût variera un peu de bloc en bloc. Ces frais seront détruits par le réseau Ethereum. Vous avez l'inclusion fee, qui est une forme de pourboire, qui est une somme que l'utilisateur va verser directement au mineur. Et vous avez le cap fee, qui est le montant maximum que l'utilisateur est prêt à dépenser en gaz pour une transaction. La communauté retient essentiellement l'aspect qui est déflationniste de cette EIP, mais en vérité, il apporte d'autres avantages décisifs pour l'utilisateur du réseau. En effet, le système de frais est plus prévisible pour l'utilisateur et pour les Layer 2. Avant le système de frais de base, les prix des transactions en gaz variaient sans cesse de bloc en bloc de manière un peu anarchique. Ce phénomène pouvait être amplifié quand un protocole gagnait soudainement en traction ou encore quand il y avait du mint de NFT. Grâce à l'EIP 1559, les prix des transactions sont beaucoup plus prévisibles. Cela améliore l'expérience de l'utilisateur qui sera quasiment certain de se faire traiter sa transaction en payant des frais de base, mais cela améliorera aussi les solutions de seconde couche dans leur fonctionnement en facilitant la publication périodique de leur état. Cela permet également d'empêcher les attaques de type DDoS. Ce type d'attaque qui consiste à spammer la chaîne de transactions dans le but de faire du profit sur cette dernière, et c'est notamment via l'intermédiaire d'un DDoS que la blockchain Solana a subi un crash en septembre 2021. Pour reproduire ce type d'attaque depuis le IP 1559, il faudrait payer et faire brûler des frais de base pour toutes les transactions nécessaires à l'opération, ce qui reviendrait exponentiellement plus cher qu'avec l'ancien système de frais. La plupart des attaques à l'encontre d'un réseau sont faites pour en tirer du profit. Et donc, si les profits sont brûlés pour les frais de transaction, alors les attaquants n'ont plus d'intérêt à le faire. Dernière chose, on a une réduction des attaques dites MEV. MEV, ça veut dire Miner Extractable Values.
la valeur extractible par un mineur et ça désigne la valeur qui est suffisante pour inciter les mineurs à placer les transactions en priorité dans un bloc par rapport à d'autres. Les attaques MEV, elles représentent donc toutes les attaques possibles qu'on peut effectuer contre un utilisateur pour devancer sa transaction et réaliser des profits sur son dos. La plus connue, ça va être le front run, et donc ça consiste à acheter un token avant un utilisateur cible, puis à le revendre directement une fois sa transaction confirmée pour faire un bénéfice immédiat au détriment de la cible. Le front run, de manière plus générale, ça va consister à faire passer une transaction qui est profitable avant quelqu'un dès qu'on a détecté le fait qu'elle était profitable. Depuis l'implémentation de l'EIP 1559, ces attaques ont réduit de 80%, ce qui est un très bon signe de fiabilité pour le réseau à long terme. Mise à jour suivante, c'est la mise à jour Altair. Altair, ça a été déployé le mercredi 27 octobre, et malgré le fait que cette mise à jour n'ait pas fait autant de bruit que London, elle n'en reste pas moins une étape très importante pour la transition vers la preuve d'enjeu. Un de ces aspects consiste notamment à augmenter les pénalités pour les nœuds qui sont inactifs ou hors ligne. Les développeurs d'Ethereum ont expliqué que pour assurer la sécurité des blockchains en preuve d'enjeu, des pénalités pour les nœuds hors ligne sont nécessaires. La dernière amélioration en date du réseau consiste en la mise en place d'un réseau de tests à long terme pour The Merge appelé Kintsugi. Tous les clients ont été mis en conformité pour pouvoir commencer les premiers tests d'interopérabilité avec la Beacon Chain. Jusqu'à maintenant, aucun problème majeur n'a été signalé par les équipes de développement. Le lancement du testnet représentera la dernière étape officielle du développement avant The Merge. Ce sera la preuve que sur le réseau, tout fonctionne correctement et qu'on peut déployer le mainnet. Mais avant de lancer les mises à jour sur le réseau principal, on utilise le testnet pour réaliser un audit sur absolument toutes les fonctionnalités pour être absolument certain que le code ne contienne pas de failles. Ce sera seulement après ces audits exhaustifs que The Merge pourra être mis en ligne. La difficulty bomb est un mécanisme dans le code source d'Ethereum qui date de 2015. Lorsqu'un nombre de blocs prédéfinis a été atteint, la difficulté du minage pour la preuve de travail augmente de manière exponentielle au fil du temps. Elle continue d'augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne ce qu'on appelle l'âge de glace, un état dans lequel toute la chaîne ne peut plus produire de blocs tellement la difficulté est élevée. Cette bombe a été créée à la fois pour dissuader les mineurs de continuer d'utiliser la preuve de travail une fois que le réseau est entièrement passé à la preuve d'enjeu, mais aussi pour pousser les développeurs principaux à opérer cette transition. Est-ce vraiment si anxiogène pour les développeurs et pour les mineurs? En vrai, pas tant que ça, puisque le début du lancement d'Ethereum, le déclenchement de la difficulty bomb a été déjà retardé 4 fois. En parallèle, durant le Ethereum Core Dev Meeting 124 qui s'est déroulé le 15 octobre 2021, une proposition nommée EIP 4345 qui vise à retarder à nouveau l'amorce de la bombe pour juin 2022. On peut légitimement s'interroger sur l'utilité d'une bombe si elle est vouée à ne jamais exploser. Néanmoins, cette dernière est particulièrement intéressante pour estimer l'arrivée de The Merge. Elle est programmée pour juin 2022 et les devs suggèrent donc que passé cette date, The Merge sera déjà déployé et que les blocs seront déjà en train d'être validés en preuve d'enjeu. Le passage en Proof of Stake est plein de promesses et sa date de sortie définitive commence à devenir tangible. Et malgré tout l'enthousiasme que génère cet événement, il soulève encore beaucoup de questions quant à l'avenir des nombreux acteurs qui soutiennent Ethereum une fois cette transition révolue. Première chose à savoir, et non des moindres, les mineurs ne pourront plus rentabiliser leurs machines, notamment à cause de cette fameuse difficulty bomb qui se sera déclenchée et qui aura rendu le minage impossible. S'ils veulent continuer de miner, ils doivent s'orienter vers d'autres blockchains en preuve de travail. La première blockchain en preuve de travail à laquelle on pense, évidemment, c'est Bitcoin. Malheureusement, les machines de minage qu'on utilise sur Bitcoin sont appelées des ASIC et ils sont infiniment plus performants que les cartes graphiques détenues par les mineurs sur Ethereum puisqu'elles ont été spécialement conçues pour miner Bitcoin. Par conséquent, le minage sur Bitcoin avec ce type de matériel n'est franchement pas intéressant. En revanche, ces dernières peuvent s'orienter vers des blockchains à preuve de travail avec des difficultés de minage plus faibles, comme par exemple Litecoin, Monero, Ethereum Classic ou encore Verge. Ce scénario se produirait dans le cas où les mineurs arrêteraient le minage d'Ethereum de manière pacifique, entre guillemets, mais ces derniers pourraient également agir de manière malveillante à l'égard du réseau. On se souvient que lors de la mise en place de l'EIP 1559, des tensions sont apparues entre les développeurs qui souhaitaient accélérer la transition vers la preuve d'enjeu
et les mineurs qui craignaient de voir leur source de revenus disparaître plus vite que prévu. Certains mineurs ont décidé de se rassembler pour protester contre cette proposition en mobilisant leur puissance de calcul sur Ethermine, un pool de minage qui ne prenait pas la mise à jour en compte. L'objectif était de rassembler 51% de la puissance de calcul lors du 1er avril 2021. Cet objectif n'a pas été atteint, mais cela a démontré que certains mineurs seraient prêts à agir contre le réseau si ces derniers se font couper leurs revenus, sans parler du risque d'un fork du réseau, à l'instar de celui qu'on a connu avec Ethereum classique, qui pourrait faire extrêmement mal dans une période aussi critique. Les Layer 2 ou solutions de seconde couche sont des réseaux permettant de réaliser des opérations en dehors de la blockchain principale. Ils ont pour but de décharger cette dernière et d'augmenter sa scalabilité. Le sujet des Layer 2 a été abordé pour la première fois en 2017 après avoir constaté l'énorme congestion sur les réseaux Bitcoin et Ethereum. Le réseau Bitcoin dispose déjà d'un Layer 2 qui est nommé le Lightning Network et qui comptabilise de plus en plus de Bitcoin sur son réseau. Il s'agit d'une solution de scalabilité bienvenue pour Bitcoin car ce dernier est assez rigide dans sa conception et cette rigidité empêche son évolution mais elle garantit aussi la robustesse de son réseau. Cependant, quelle sera l'utilité des Layer 2 si la scalabilité d'Ethereum est suffisante? Dans ce cas précis, la question est beaucoup plus ouverte à débat. La montée en nombre de transactions par seconde d'Ethereum est extrêmement demandée car le réseau est impraticable pour un utilisateur moyen. Néanmoins, si la demande surpasse toujours la capacité du réseau, les frais de réseau seront toujours un problème en vérité. Par exemple, admettons que le réseau permette de réaliser 3200 transactions par seconde comme évoqué précédemment. Cela représente 200 fois sa capacité actuelle. Mais si le réseau est 200 fois plus utilisé qu'avant, alors les frais de transaction pourraient rester les mêmes. Partant de ce constat, il y a plusieurs idées qui s'opposent. Première idée, la scalabilité est suffisante. Peut-être que 3200 transactions par seconde, en fait, c'est suffisant et qu'Ethereum permettra beaucoup plus de transactions par seconde sur le plan pratique. Quoi qu'il en soit, tous les utilisateurs peuvent traiter leurs transactions rapidement et à faible coût. Dans ce cas, probablement que la communauté cessera simplement d'utiliser les Layer 2 car ils représentent des alternatives moins intéressantes que la solution de base. Ces derniers sont notamment en général plus centralisés. Et la plupart des Layer 2 peuvent être utilisés seulement sur certains protocoles, des protocoles qui ont besoin d'être intégrés sur les Layer 2 pour pouvoir être utilisables, alors que Ethereum permet d'interagir avec tous. Deuxième option, cette transition n'est pas suffisante. Dans ce scénario, malgré la scalabilité qui est permise par la preuve d'enjeu et le sharding, on suppose que le réseau reste toujours congestionné. Dans ce cas, évidemment, les Layer 2 auront toujours une utilité. Sur le site L2Bit, on peut consulter un classement des différentes solutions de seconde couche en activité actuellement sur le réseau Ethereum. Le site en recense 20, ce qui fait un grand nombre de Layer 2 pour pouvoir décharger le réseau Ethereum dans le cas où la preuve d'enjeu et le sharding ne suffisent pas. Il est aussi possible d'envisager un environnement dans lequel plusieurs L2 cohabitent et se répartissent les transactions en fonction de leur nature. Ainsi, on pourrait imaginer des ZK rollups comme Loopring par exemple pour le trading, des Optimistic rollups comme Optimistic, Arbitrum pour les smart contracts ou encore Immutable X pour les NFT. En revanche, il est peu probable que tous les L2 présentés survivront dans la mesure où plusieurs L2 proposent les mêmes fonctionnalités. Les L2 qui s'imposent sur le long terme seront ceux qui proposent la meilleure expérience utilisateur et le meilleur écosystème, en sachant que chaque L2 dispose de sa propre stratégie. Par exemple, Polygon, Matic, se positionne comme un agrégateur de solutions de scaling et a récemment investi dans les ZK Rollup. Sans oublier les L2 en développement, dont un objectif consiste à surpasser les solutions déjà existantes comme ZK Sync, qui travaille sur une seconde version permettant de combiner les avantages des optimistiques et des ZK Rollups. Impossible de parler de l'avenir d'Ethereum sans aborder l'avenir des autres blockchains, Solana, Terra, Tezos, Cardano, toutes les autres, qui ont grandement capitalisé sur la congestion du réseau Ethereum pour faire parler d'elles et pour attirer les utilisateurs. La valorisation de ces blockchains tient essentiellement au fait qu'elles sont plus rapides et moins coûteuses qu'Ethereum pour ses utilisateurs, mais si la première des plateformes de smart contracts permet également de faire les transactions rapides et quasiment sans frais, le comparatif devient assez caduc pour ces autres blockchains. Les critères de comparaison, à terme, sont identiques pour les L2, c'est-à-dire que l'expérience et l'utilisateur et l'écosystème qu'ils proposent seront déterminants. Solana, par exemple, construit tout un écosystème qui est codé en Rust, ce qui propose une vraie alternative à Solidity et bénéficie du soutien de l'exchange FTX,
Tezos s'est illustré dans le domaine des NFT et dispose de partenariats avec beaucoup de grandes entreprises. Certains projets, on en a parlé dans certaines vidéos ici, cherchent à agréger des blockchains déjà existantes ou à avoir des fonctionnements avec plein de chaînes différentes comme Polkadot, Cosmos ou Avalanche. Et malgré l'engouement pour cette liste qui est très largement non exhaustive, Ethereum dispose de nombreux avantages pratiques qui pourraient remettre en question l'utilité des autres chaînes et des autres infrastructures. 80% des innovations qui sont apportées par la blockchain, la DeFi, la finance centralisée, les NFT, le gaming, trouvent leur origine sur Ethereum. La plupart des applications décentralisées, les plus populaires, sont proposées et qui sont proposées sur les autres réseaux sont en fait des copier-coller d'applications qui sont en vérité initialement conçues sur Ethereum. Ethereum constitue la plus grande communauté de développeurs blockchain, ce qui est un avantage gigantesque par rapport à la loi de Metcalfe, qui dit que l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. La plupart des utilisateurs qui exploitent d'autres blockchains, en fait, attendent simplement que Ethereum redevienne accessible et exploitable. Si une blockchain ne propose pas d'autres valeurs ajoutées que d'être simplement une alternative à Ethereum en termes de coût de transaction, alors il y a un risque assez élevé que cette dernière devienne inutilisée. Malgré l'échéance de la transition vers la preuve d'enjeu, qui a été constamment repoussée depuis la création d'Ethereum, les équipes de développement restent très optimistes sur la progression et sont convaincus que l'évolution sera tôt ou tard opérationnelle. À l'heure où cette vidéo a été tournée, le déploiement de The Merge est prévu pour le 22 juin 2022, qui est une date qui coïncide avec l'amorce de la Difficulty Bomb et les principaux développeurs d'Ethereum semblent ne pas s'inquiéter outre mesure du respect de ces délais. Cette transition permettra de répondre à de nombreux besoins actuels tout en soulevant des questions importantes sur les besoins futurs. Peu importe le scénario qui se déroulera au cours des prochaines années, Ethereum aura un impact significatif sur le paysage crypto et le paysage blockchain en général et continuera vraisemblablement d'être un leader essentiel dans le secteur. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez en apprendre plus sur Ethereum, devenir développeur blockchain, consultant blockchain ou spécialiste de la finance décentralisée, Alira est une école qui forme sur ces 3 métiers et nous formons à travers des programmes de 12 semaines. Toutes les informations sont en description. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt.